Donc la plainte en Belgique qui a été déposée à Bruxelles le 19 octobre 2010, donc ça fait un peu plus de 3 mois, est basée sur une série de faits qui ont été dénoncés par 6 ONG et 2 personnes physiques. Donc il s'agit à la fois de faits pour les ONG de surveillance électronique et d'interception de leurs emails, ce qui est tout à fait absolument illégal selon la loi belge. Il y a aussi des faits de diffamation, puisqu'il y a des ONG qui ont fait l'objet de diffamation dans le sens où il apparaissait dans des articles de presse que ces ONG belges qui ont des actions, qui font des actions en Colombie seraient proches des FARC, et donc c'est très gravement décrédibilisant pour ces ONG, puisqu'elles sont censées défendre les droits humains, mais sans affiliation politique avec l'un ou l'autre camp. Et c'est en vertu de cette indépendance-là qu'elles peuvent bénéficier de subventions et véritablement bien agir, avoir les moyens de bien agir en Colombie pour des questions de démocratie et de respect des droits de l'homme. Et donc, il y a eu des faits de diffamation tout à fait avérés, des faits également pour une personne physique, des suspicions de faits, en tout cas de vol, avec menaces et effractions dont le DAS serait le diligentaire, puisque une personne physique dont s'est vu subtiliser tous ses ordinateurs et disquettes la veille d'une comparution à la Cour pénale internationale suite à un dépôt de plainte contre la Colombie et les paramilitaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, si je récapitule, vol avec menace et effraction, interception illégale et surveillance électronique de mails et de conversations téléphoniques, diffamation, possibilité aussi de corruption par rapport en fait à des fonctionnaires européens qui auraient été quelque part la cible à qui des propos diffamants auraient été adressés pour dissuader ces personnes qui travaillent au sein de la Commission européenne ou de l'Union européenne de donner des subventions aux ONG impliquées, comme je disais, pour la démocratie en Colombie. Donc ça, ce sont les chefs d'infraction qui sont recensés dans la plainte belge. Alors, plainte déposée, comme je le disais, le 19 octobre 2010, c'est-à-dire un petit peu plus de 3 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dépose plainte devant la justice belge? Eh bien, à partir du moment où les victimes, ici l'ensemble, enfin en tout cas la majorité des victimes sont belges, eh bien, lorsque ces victimes se constituent auprès d'un juge d'instruction, c'est-à-dire déposent une plainte en énonçant les faits qu'elles reprochent et en qualifiant ces faits en droit, eh bien, à partir du moment où ces victimes sont belges, le juge d'instruction doit directement ouvrir son enquête, même si c'est pour des faits qui se sont produits en dehors du territoire belge. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Le juge d'instruction saisi a commencé ses devoirs d'enquête, donc sans qu'il y ait eu besoin de filtre ou d'examen de recevabilité de la plainte, comme il y a eu lieu en Espagne par exemple. La Belgique est exemptée de cet examen-là. Et donc le juge d'instruction a procédé, le premier devoir que fait un juge d'instruction, c'est de procéder à l'audition de l'ensemble des personnes qui déposent plainte pour pouvoir entendre en direct les reproches, les choses qu'elles ont subies et qui lui ont causé un dommage. Alors évidemment, le juge est toujours aussi soucieux d'une protection éventuelle à accorder à l'une ou l'autre victime. Ensuite, une fois que l'audition des victimes a pu être accomplie, ce qui est ici le cas, en l'occurrence en Belgique. Le juge procède à d'autres types d'auditions, peut envoyer évidemment des commissions rogatoires, c'est-à-dire des devoirs d'enquête avec des enquêteurs qui partent vers le territoire colombien ou vers d'autres États de l'Union européenne, puisque le juge belge peut aussi collaborer avec d'autres juges qui sont saisis d'affaires similaires dans d'autres États de l'Union. Il y a une coopération judiciaire entre les États de l'Union européenne. Donc le juge pourrait effectivement, et on va l'inviter d'ailleurs à se connecter avec le juge espagnol. En Belgique, on est au niveau pénal dans ce qu'on appelle une procédure inquisitoire. Donc ça veut dire que c'est une procédure secrète et unilatérale. Concrètement, ça veut dire que le juge d'instruction a le monopole de l'ensemble des initiatives et qu'il ne doit en donner mot à personne. Il peut divulguer aux avocats ce que bon lui semble, mais la règle, c'est qu'il y a une confidentialité. Et donc, mais ce qui est certain, c'est que les victimes peuvent aussi suggérer des devoirs d'enquête au juge. Et donc, ici, vraisemblablement, le juge, comme je disais à ce stade, a terminé l'audition des victimes. Il va procéder à l'audition d'autres personnes dont il estime que le témoignage est capital.
Il pourrait, par exemple, auditionner le responsable des services de renseignement belges pour savoir s'il y a eu éventuellement un contact entre les services de renseignement colombiens et les services de renseignement belges. C'est une hypothèse qui pourrait ne pas se vérifier. Il pourrait aussi essayer d'auditionner Villalba, par exemple. Mais bon, ça risque d'être plus compliqué. Il pourrait envisager rapidement une commission rogatoire, comme je disais, en Colombie. Tout ça, ce sont des devoirs d'enquête absolument évidents, naturels, dans les premiers mois d'une instruction ouverte. Oui, c'est une bonne question, parce que bon, ça, même si la justice belge reçoit des moyens financiers, qu'elle est indépendante, qu'on a des magistrats bien formés, les conditions sont là pour que la justice se passe de la meilleure manière possible, donc dans un délai raisonnable. Mais il faut quand même constater que concrètement, une enquête pareille va prendre minimum 3 ans, et vraisemblablement, elle pourrait en prendre 5. Parce qu'il y a quand même des arriérés judiciaires, que le juge d'instruction ici saisit de l'affaire, évidemment une multitude d'autres dossiers à gérer en même temps. Et donc, je crois qu'en tout cas, la durée de 5 ans est raisonnable. On peut s'attendre à ce délai-là. On s'est posé évidemment la question entre l'équipe d'avocats, puisque je ne suis pas seule, on est 3 avocats, plus on est épaulé aussi par des conseillers juridiques par ailleurs. Et autant il y a de nombreux témoignages comme quoi des services de renseignement d'autres pays ont déjà pu commettre des faits assez limites, peut-être pas toujours aussi graves que ce qui est reproché aux DAS, mais quand même des faits assez limites. Mais à notre connaissance, il n'y a eu aucune plainte déposée au pénal à ce sujet-là. Et donc je pense qu'on peut conclure qu'il n'y a pas de plainte qui a été déposée dans ce domaine au plan pénal. Donc le plan pénal qui est un plan symboliquement fort, puisque ça peut conduire évidemment à des infractions pénales lourdes d'emprisonnement, d'amende, en plus d'une réparation civile pour les victimes. Il faut savoir que donc suite à ce dépôt de plainte par les ONG, suite donc un peu après le 19 octobre 2010, il y a plusieurs parlementaires qui ont posé des questions parlementaires aux ministres qui ont une quelconque responsabilité dans ce domaine-là, donc c'est-à-dire le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Et donc des questions parlementaires en leur demandant est-ce que vous aviez une quelconque information sur les agissements du DAS sur le territoire belge? Et si oui, quels étaient vos moyens de protection des personnes qui ont été visées par le DAS? Quels étaient vos moyens de dissuasion par rapport au DAS? Donc ça a tout à fait suscité un mouvement de conscientisation au sein du Parlement, en tout cas très clairement. De même, la Ligue belge des droits de l'homme est allée rencontrer les différents ministres que j'ai évoqués, et chacun d'eux ont dit qu'ils n'étaient pas du tout informés des agissements du DAS sur le territoire belge, et que jamais ils n'auraient laissé ces agissements se produire s'ils en avaient été informés à un moment donné ou l'autre. Donc bon, après, le juge d'instruction va pouvoir vérifier ça plus avant, mais donc ça crée quand même une attention, c'est très inédit en fait, cette affaire ici en Belgique, parce que c'est vrai que la Belgique est un pays où on peut défendre les droits de l'homme sans du tout mettre sa vie ou sa liberté en danger. Parfois, quand on use de sa liberté de parole un peu trop fort, il arrive que des personnes se voient réprimandées. Enfin, on pourra en reparler, mais je veux dire, je pense qu'il y a encore une difficulté au sein de la population belge à réaliser quel peut être le potentiel de menace des services secrets et leur nuisance, et jusqu'où il peut aller en termes de violence pour neutraliser des groupes de défense des droits de l'homme. C'est quelque chose qui reste presque de l'ordre de la fiction quand même dans un pays comme le nôtre. Je dis ça, mais en même temps, je maintiens ce que j'ai dit, qu'il y a eu un électrochoc de prise de conscience qu'on n'est plus dans la fiction, on est dans la réalité, et qu'il y a eu un mouvement très clair au Parlement. On attend les réponses d'ailleurs aux questions parlementaires qui ont été adressées au ministre.